Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, là, on est Sébastien et moi. On va tout d'abord se présenter. Donc Sébastien, je te laisse te présenter et puis après on va dérouler la présentation. Yes. Bonjour à tous, donc Sébastien Rosin, je travaille pour SNCF, responsable de l'outil eVision, donc notre outil de supervision industrielle groupe. Et pour ma part, donc Laurent Duverneuil. Donc je travaille au sein de la société Codra en tant que responsable grand compte transport. Alors merci d'être venus aussi nombreux. On vous a proposé une présentation en trois parties. On va essayer d'introduire un petit peu le pourquoi de ce projet, les contextes et enjeux de nos clients internes. On va vous faire quelques retours très spécifiques sur certains aspects du projet qu'on a trouvé pertinents à évoquer. Et on finira en vous montrant quelques vues de l'outil qu'on a déployé et de se projeter un petit peu sur les ambitions qui sont devant nous. Du coup, Sébastien, peux-tu nous décrire quel est le contexte de ce projet? Tout à fait, je peux. Euh, donc voilà, le groupe SNCF, je vais pas vous le présenter, c'est un mastodonte de 175 000 collaborateurs. Voilà, c'est la seule stat que j'ai voulu retenir aujourd'hui. C'est tentaculaire. Et au sein de ce groupe, on a deux MOA qui se sont dégagés et qui nous ont permis d'avoir une ambition groupe pour notre projet de supervision industrielle et essayer de proposer une solution standard, une offre pour le groupe. Donc au sein de la DSI Voyageurs, le carré vers le bas, on a la direction matérielle qui a été que nous a remonté des besoins à adresser. Et en haut, SNCF Immobilier, qui gère donc le patrimoine immobilier de la SNCF, a été aussi un demandeur. Et nous, on est. Alors, quand je dis nous, donc moi, je travaille pour ISNCF, en gros, la DSI de la SNCF. Et on est la MOE qui allons essayer de mettre en place, enfin, qui allons mettre en place la solution pour ces deux clients. Donc, ces deux clients avaient des besoins clairement identifiés. Donc, on va peut-être commencer donc, voilà, avec le premier, donc la direction de l'immobilier. Un fort besoin lié au management de l'énergie. Euh, Globalement, l'immobilier a mis en place, enfin voilà, ça appartient à un projet un peu plus global de performance de l'énergie, notamment que ça a commencé par centraliser toutes les factures de tous nos points de livraison, de nos 3000, 4000, enfin milliers de sites SNCF à travers l'Hexagone. Et sur les sites les plus énergivores, le projet de management de l'énergie voulait aller plus loin en télérelevant plus que le point de livraison et les données que peuvent nous donner nos fournisseurs d'énergie. Et donc là, bon, je me réfère à Lord Kelvin, on améliore que ce qu'on mesure. C'est classique, vous avez dû l'entendre aujourd'hui plusieurs fois. Donc voilà, c'est commencer déjà à avoir de la connaissance tout simplement sur nos points de consommation intermédiaires pour pouvoir mettre en place une logique de consommateur-payeur. C'est avoir de la connaissance en général, mais avec ce motif fort que c'est plus facile de demander des optimisations quand il y a une vraie logique aussi de déclinaison des coûts d'énergie derrière. Et forcément, sur des sites industriels, pouvoir détecter rapidement des fuites et des surconsommations parce que c'est des impacts quand même beaucoup plus forts qu'une fuite d'eau chez nous. Enfin, sur un domicile, là, c'est des enjeux beaucoup plus forts. Il n'y a pas que la baisse de la facture qui était le levier principal côté immobilier. On est dans un contexte législatif qui évolue beaucoup. Il y a des normes. Donc là, par exemple, j'en cite trois. Il y a trois mots-clés qui nous ont beaucoup objectivés, décret tertiaire, certification haute qualité environnementale et ISO 50001. Et ensuite, moi, je suis assez content de travailler dans une entreprise où on n'a pas besoin forcément d'évoquer uniquement l'aspect légal et financier, mais on commence aussi à avoir une conscience écologique qui se développe déjà un peu spontanément. Et donc voilà les trois drivers côté direction de l'immobilier. Donc là, on a évoqué la direction de l'immobilier. Maintenant, on va peut-être passer plutôt sur la direction du matériel. Et peux-tu nous décrire les objectifs de l'usine du futur? Oui, donc deux MOA.
donc effectivement, la deuxième MOA, tournée usine du futur. Donc là, on est sur un client interne qui a plus de d'expérience sur la supervision industrielle. On est sur des enjeux notamment de convergence de la supervision du monde industriel avec le monde bureautique. Et là-dessus, on n'a pas créé de supervision industrielle. Ils en ont déjà, mais ils savent faire. Ça fait des années qu'ils en font. Par contre, ça va plutôt être sur la méthode, sur l'implémentation de la cybersécurité, d'autres problématiques. Voilà, faire converger le monde industriel avec le monde bureautique, mais on est moins sur de la création, peut-être. On est moins sur de... Ils avaient déjà de la connaissance. Donc par rapport à ça, donc deux problématiques essentiellement de suivi de performance et de traçabilité. Et un grand... Ouais, ce que j'ai appelé digitalisation des usages, pouvoir consulter de l'information industrielle à travers des terminaux modernes, par exemple, terminaux mobiles, et aussi pouvoir standardiser des choses qu'on a l'habitude d'avoir partout ailleurs, des mails, des SMS, du remote access, voilà. Sachant, alors je l'ai mis ici, on le verra de toute façon plus tard, la maintenance prédictive, c'est un enjeu fort qui a tiré aussi ce projet-là. Alors pas pour qu'on y réponde tout de suite, mais parce qu'on avait bien conscience que ce projet-là de supervision industrielle, c'est une brique de toute façon essentielle pour pouvoir ensuite aller sur les enjeux de maintenance prédictive. Alors deux clients, comment on fait pour adresser leur sujet avec un seul projet? On a eu la chance, c'est ce qui nous a permis le rapprochement, de trouver un dénominateur commun. Et donc le dénominateur commun, c'est les technicentres. Ça fait partie des sites les plus énergivores de la SNCF. Et c'est notre premier périmètre projet pour lancer le projet et répondre aux enjeux de ces deux clients. Donc on va commencer avec notamment les 10 technicentres industriels. Alors technicentre, j'en profite parce que bon, c'est un mot qui veut dire simplement c'est les garages des trains, c'est là où on va les entretenir, les réparer. Donc, je ne sais pas si le terme est transparent ou pas, mais c'est nos sites industriels. Après, donc ça c'était plutôt les enjeux en termes de cas d'usage, les besoins fonctionnels de nos clients. On a eu la chance d'avoir des clients assez avertis aussi aux problématiques auxquelles on allait faire face. Et notamment, ça c'est plutôt des drivers aussi un petit peu sur la conduite du projet numérique qui nous a été proposé. Notamment avec un axe fort de frugalité, de vraiment rationaliser la construction de la solution. Et notamment mutualiser les efforts de développement, essayer autant que possible d'avoir un outil unique, d'avoir des briques de construction communes. Dans le but d'avoir un MCO assumable par la suite et d'avoir une vraie pérennité de la solution. Ensuite, des enjeux forts inévitables. Je suis loin d'être le seul à en parler sur ce salon, je pense. La cybersécurité, s'assurer qu'on peut la décliner à tous les niveaux. Mais le but, alors c'est bien de faire des choses de façon sécurisée, mais le but c'est bien d'ouvrir aussi. Donc une interopérabilité des systèmes et proposer notamment des API, être capable de s'interfacer à des API. Voilà, c'était pour planter le décor. Donc on se dirige gentiment vers une solution qui doit pouvoir assumer ces objectifs fonctionnels qui sont présentés. Trois fonctions principales: alerter, monitorer dans le temps. Donc alerter, on est plutôt à chaud. Monitorer, on est plutôt sur des analyses à froid. Et aussi téléopérer. On appelle ça supervision industrielle, mais on parle bien effectivement de pouvoir agir aussi sur les équipements si besoin. Avec un panel utilisateur assez large, des agents de production, des agents de maintenance, des équipes plutôt objectivées sur la performance de l'énergie, avec un périmètre d'équipement sur nos sites lui aussi assez large, qu'on a regroupé en management de l'énergie, donc vraiment un focus vraiment toujours un très fort sur l'énergie. Ensuite la coquille du bâtiment,
voilà, ce que font les GTB, gestion technique de bâtiment. Et ensuite, ce qui va concerner plus notre métier SNCF, donc des machines qu'on peut rencontrer sur d'autres industries, des grenailleuses, des sableuses, des osmoseurs, etc. Ou de l'outillage vraiment propre SNCF. Donc tous les processus industriels qui doivent être supervisés également. Donc outillage plus SNCF, pont tournant, tour en fosse, et d'autres noms que je vais avoir la chance d'apprendre dans pas longtemps. Donc là, Sébastien a décrit en fait les différents enjeux avec les besoins métiers. Donc à savoir que là, ce que vous voyez, c'est qu'il y a beaucoup de métiers, donc beaucoup de protocoles. Et donc, comment on va faire pour communiquer avec toutes ces informations? Comment je vais m'interfacer et comment je vais mettre à disposition les IHM, donc les interfaces de machines, pour tous les utilisateurs. Et donc maintenant, on va vous démontrer, donc Sébastien va expliquer quelles solutions ont été mises en place et par quels moyens. Une fois qu'on avait une bonne idée de notre solution cible, il y a eu un appel d'offres qui a permis de sélectionner un produit sur lequel on a construit. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, Laurent, tu es là. Merci. Donc l'outil Panorama E2 de l'éditeur Codera a été retenu. Et ça nous a permis de construire la solution vraiment en regard de ce qu'on avait imaginé. Donc on ne va pas changer les besoins fonctionnels, ils sont toujours là. On a une couche terrain sur laquelle on va devoir connecter des équipements d'énergie management, la GTB et les processus industriels que je viens d'énoncer avant. Donc on va déployer une solution sur le site. Donc une première application qui va fonctionner sur Panorama. Donc cette application, elle a pour but de récolter les données et ensuite de les afficher, déjà d'avoir une solution standalone, une solution autonome sur le site. Par contre, des sites, on n'en a pas qu'un seul. Avant, je vous ai dit que le périmètre, on en avait 10, donc on a déjà une suite applicative à construire et on en a déjà plusieurs des applications, on en a N. On va le présenter spécifiquement. On a une autre application, l'application centralisée, qui tourne également sur Panorama, qui a un peu une double casquette. Ouais, j'entame un petit peu ce qui sera énoncé après. Un peu une double casquette de centralisation des données qui sont déjà collectées par les supervisions locales, mais également pouvoir adresser éventuellement des problématiques en direct quand certaines conditions sont réunies. Et tout cet ensemble doit toujours respecter les exigences de cybersécurité. Donc c'est un schéma qui résume assez bien ce qu'on a mis en place. Maintenant, ce qui me paraissait intéressant avec Laurent, c'était qu'on zoome sur certaines fonctionnalités et de voir spécifiquement, parce qu'on ne peut pas tout traiter aujourd'hui, on n'a pas assez de temps, zoomer spécifiquement sur certaines parties. Donc par exemple, la première brique, sur la brique acquisition, on va voir spécifiquement comment on a adressé le sujet management de l'énergie sur la brique acquisition. Pour le sujet management de l'énergie, on a pu apporter une réponse, alors déjà sur la partie technique, une réponse IoT à beaucoup de nos sujets. Alors c'est pas la seule façon de répondre, il y a... Je jetais un peu le sujet central de mesure électrique, qui du coup n'est pas traité aujourd'hui par de l'IoT. Mais on a pu apporter une réponse générale au sujet management de l'énergie avec déjà de l'IoT. Et c'est un choix qui a été conduit par des économies d'échelle qu'on a vu assez vite sur le fait que il n'y avait pas d'infrastructure à déployer avec l'IoT, enfin pas d'infrastructure lourde à déployer. On s'affranchit des coûts de déploiement de capillaires. Et on est sur un besoin qui est aussi compatible avec l'IoT. On peut se permettre de rater quelques trames, on peut se permettre d'avoir une trame par heure, c'est tout à fait compatible avec le besoin fonctionnel. Donc on a pu foncer sur cette techno. Mais on a quand même eu une grande diversité de technologies, parce que voilà, l'IoT, ça regroupe beaucoup de choses. On s'est orienté sur du LoRa, mais on a beaucoup de technologies différentes qui ont permis de déployer ce besoin.
Donc on a réussi à déployer 150 compteurs en quelques mois, un peu plus de 6 mois sur 9 sites, tout en gardant une plateforme unique. On n'a pas eu besoin de déployer d'autres briques logicielles que Panorama pour analyser les différentes trames et avoir un ensemble cohérent au niveau du management de l'énergie. Alors que pourtant, on a différents types de capteurs. Donc on a des capteurs de marque NKE, Wateco qui ont un stand aujourd'hui. On a de la Denis. On a différentes gateways. On est aussi bien allé sur une logique propriétaire que sur une logique opérée. On s'est interfacé à Spot d'Objet News et on a des gateways CloudGate et Multitech. Mais on a réussi à tout faire, encore une fois, avec Panorama. Donc ça nous rend assez confiants sur notre capacité à faire du MCO par la suite. On n'a pas déployé XVeru logiciel. Bon, Veru c'est peut-être un petit peu fort, mais voilà. Ça permet de rationaliser les déploiements logiciels. Et pour compléter ce qu'a dit Sébastien, c'est qu'en fait dans la solution Panorama, on est capable donc de faire l'acquisition de toutes ces données-là, on est capable de décoder et surtout on va à la fois récupérer la donnée et après on va être aussi on va pouvoir manager en fait tous les objets. Donc ça veut dire soit approvisionner, soit l'enlever du réseau depuis Panorama, sans passer, donc si on prend l'exemple d'Objet News, sans passer par leur applicatif qui s'appelle Spot. Donc après, vous pouvez tout faire à travers une seule interface et un seul logiciel. Donc là, on a décrit plutôt sur la partie acquisition. Là, on va passer sur l'aspect hypervision. Et Sébastien, peux-tu nous décrire la plateforme Panorama, qu'est-ce que ça t'a apporté, qu'est-ce que ça vous a apporté? Oui, je vais me servir un peu du cas d'usage qu'on a eu avant avec le management de l'énergie. Il y a un besoin qui a apparu assez vite, c'était on récolte plein d'informations sur les capteurs, sur plein de sites, c'est super. Maintenant, il faut qu'on les transmette, ces informations-là. On ne va pas les garder pour nous, il faut qu'on en fasse profiter nos collègues pour que ça devienne de l'information et qu'ils puissent en tirer de la valeur ajoutée. Donc pour ça, moi je suis assez content d'avoir l'application centrale, ça m'a permis de simplifier mon urbanisme. Donc on a pu faire remonter toutes les données à un format prédéfini Panorama et assez simplifié, assez automatisé, faire remonter toutes ces informations vers notre plateforme, vers notre supervision centrale, pour ensuite avoir une seule exposition de toutes ces données. Et la communication entre les applications locales et l'application centrale était quand même assez simplifiée, dans le sens où voilà, on avait une continuité de solutions, de la solution applicative. On est sur le même noyau Panorama. Et on a vraiment la possibilité, dans la logique Panorama, de faire de l'orienté objet, de faire des bibliothèques. Donc on peut vraiment partager les mêmes couches de développement entre les applications locales et l'application centrale. Donc ça standardise nos expositions et nos collectes. Donc c'est pour ça qu'on a pu faire autant de capteurs et de sites avec aussi peu de personnes. Je dis aussi peu de personnes, c'est parce qu'aujourd'hui on n'a qu'une équipe, alors que j'ai mis d'experts. Notre expertise gonfle au fur et à mesure des projets qu'on prend. On sait pas tout, mais il y a certains sujets sur lesquels on a forcément un peu plus de compétences qu'il y a quelques temps. On est une équipe de Lyonnais, on est 4-5, en fonction de l'alternance de notre alternant par exemple. Et ça nous permet d'assumer quand même ce que nous demandait le client, c'était qu'avec un maximum avec une approche très rationnelle en termes de coûts, donc très peu de personnes, d'assurer un haut niveau de service. J'avais mis tout à l'heure le terme SaaS, Software as a Service. On le dispense vraiment de ces problématiques-là. C'est l'équipe qui, pour tous les sites, propose notre application et assure du coup disponibilité, garantie de temps de rétablissement. Et c'est à nous de nous débrouiller pour que l'application soit disponible pour les sites. Donc c'était pour moi la façon d'illustrer que c'était assez pertinent, cette façon d'avoir conçu Panorama sur ce côté orienté objet et sur l'interfaçage entre les solutions qui est donc fait grâce à OPCUA. Donc une norme qui permet bien ces échanges. Pour compléter ce qu'a dit Sébastien, c'est que nous, donc en tant qu'éditeur, on a accompagné à la SNCF pour les aider à créer en fait une bibliothèque, donc une bibliothèque standard.
C'est quoi l'objectif? C'est de pouvoir créer tout un squelette d'applications et qu'à chaque fois que vous déployez un nouveau Technicentre, donc là il y en a 40, imaginons qu'il y avait d'autres bâtiments, et l'objectif c'est qu'à chaque fois il y a quelqu'un qui veut l'implémenter en fait un nouveau Technicentre, il puisse récupérer tout standard, réutiliser tout ce qui a été déjà développé dans Panorama et après pour pouvoir déployer directement sur le Technicentre. Parce que du coup, si vous avez 40 Technicentres, vous avez 40 applications et après, il faut à chaque fois, quand vous déployez en fait un nouveau site, et ben, que ça s'implémente à la fois en local et à la fois dans l'hyperviseur. Et en fait, on a mis en place des mécanismes qui permettent d'automatiser en fait la création d'une nouvelle application. C'est pour ça que c'est orienté objet et c'est vraiment cette première phase qui est super importante, c'est la standardisation en fait, de l'application. Un autre élément, donc là on a parlé d'hypervision, on a parlé de supervision locale, d'acquisition. Un élément qui est extrêmement important, c'est la cybersécurité. C'est comment je sécurise mon infrastructure. Ah, zut. Hop. C'est mieux comme ça. La navigation est plus fluide dans l'application. Effectivement, la cybersécurité, un enjeu hyper important de notre projet. Dans notre projet, au final, la partie logicielle n'occupe qu'une partie. Il y avait tout un aspect réseau avant qui a été abordé, avec notamment la déclinaison au sein des SNCF de la norme ISA 99 qui donne les bonnes pratiques pour faire converger le monde industriel avec le monde bureautique et définir un réseau qui permette de faire communiquer ces deux mondes. Il ne fallait surtout pas qu'on sorte de ce standard-là en déployant la solution logicielle. Et on a pu le faire avec Panorama. C'était un point vraiment facilitant pour moi pour la partie déploiement. Donc notamment les contraintes très opérationnelles auxquelles on s'est frotté, c'était bien connaître nos flux. C'était vraiment hyper important qu'ils soient bien documentés pour que derrière on puisse rester dans notre logique d'ouverture au flux. On a quand même un cloisonnement réseau. Donc c'était le premier point. Ensuite on avait des contraintes, il fallait chiffrer ces flux. C'est assez facile à faire avec Panorama. Donc on manipule deux types de certificats en fonction des chiffrements SSL qu'on peut avoir sur HTTPS ou MQTTS, ou les certificats plutôt dédiés à un usage OPCUA qui, comme vous avez pu le voir tout à l'heure, est le protocole sur lequel on s'appuie pour faire communiquer nos différentes supervisions entre elles. On est tout à fait dans les clous aussi en termes de gestion des droits d'utilisateurs. Quand on échange sur notre solution avec le département sécurité, ça fait aussi partie des sujets auxquels ils s'intéressent assez vite. Et sur ce point, on a eu une bonne nouvelle alors je ne sais plus si c'était cette année ou l'année précédente. Début 2020. Début 2020. Où Panorama a été, alors que ce soit le produit, je vais peut-être te laisser Alors détailler. en fait, Panorama, on est le seul éditeur aujourd'hui qui est certifié et qualifié par l'ENSI. Donc la certification, elle porte sur une cible. D'ailleurs, cette cible-là, vous pouvez la retrouver directement sur le site internet de l'ENSI, sur une version donnée. Donc là, c'est sur la version Panorama Suite 2020. Et après, la qualification, elle va porter sur le produit et aussi sur les méthodes qui ont été employées pour développer en fait le produit Panorama. Et ça implique que du coup, on a une formation sur les aspects, les fonctionnalités qui sont directement inclus dans Panorama, plus un manuel utilisateur et aussi un site internet qui est dédié pour la partie cybersécurité, notamment quand on déploie ou on diffuse en fait les bulletins de sécurité. Et quand on parle de cybersécurité, c'est pas parce qu'on est certifié que du coup votre infrastructure va être sécurisée. On parle bien d'une cybersécurité dans une infrastructure. Et du coup, nous, on a toutes les fonctionnalités qui permettent, toujours dans cette cible de sécurité, qui permettent de sécuriser en passant par le chiffrage de l'application, sur la gestion des protocoles, sur la gestion du réseau, etc. Donc c'est pour ça que cette partie-là, elle rassure les services informatiques, mais surtout, il y a vraiment que tout le monde soit impliqué dans le projet pour sécuriser votre infrastructure informatique. Tout à fait. C'est pas le tampon ANSI a permis de vraiment, c'est un vrai vecteur de confiance auprès des équipes cybersécurité.
Mais après, ce qui a été aussi un vecteur de confiance, c'est de savoir qu'on s'était bien approprié ces notions et qu'on pouvait le mettre en place assez facilement avec le logiciel et avec les conseils de l'équipe support de Codera. Là, on a parlé d'acquisition, on a parlé de cybersécurité, on a parlé d'hypervision. Je pense que maintenant, vous avez besoin de voir à quoi ça représente. Donc, un point important, c'est le design. Le design est assez important, surtout dans ce type d'application, parce qu'aujourd'hui, on fait l'acquisition de données, ça va être utilisé par beaucoup d'utilisateurs. Mais maintenant, comment on fait pour que l'application elle soit adoptée par les utilisateurs? Ouais, tout à fait. On a vu beaucoup de sujets back, des sujets techniques qui enchantent le technicien que je suis. Mais comme tu l'as dit, maintenant, il va falloir qu'on arrête de parler à des machines, il va falloir qu'on parle à des humains. Donc, comme pour la cybersécurité, finalement, on s'appuie sur des experts en cybersécurité. J'ai pas la prétention d'être un expert en cybersécurité et je suis bien content d'avoir des référents à la SNCF sur le sujet. Bah pour le design, c'est pareil. On a eu la chance, on le voit maintenant, d'avoir su assumer que le design, c'était un métier. C'est finalement assez peu de paillettes. Le design et beaucoup de compétences. Donc, on a fait appel à un designer externe pour l'application qui nous a un peu structuré dans notre démarche, en plus de proposer des visuels qu'on n'aurait jamais été capable de produire. Donc, on est parti d'une expression de besoin de notre client et ça, merci aussi au client d'avoir su formaliser déjà, d'avoir entamé la réflexion de longue date pour proposer une base. Mais après, voilà, on a su s'appuyer sur quelqu'un dont c'était vraiment le métier pour nous guider dans des ateliers d'émergence, des ateliers de validation, pour avoir un design qui vraiment répond, je pense aujourd'hui, à tous les profils utilisateurs et qui permet vraiment de ne pas avoir donné un outil de technicien, mais d'avoir donné un outil qui répond à des cas d'usage fonctionnels. Et donc c'est passé par cette démarche UI UX design. Mais c'est aussi passé par un élément clé qui aujourd'hui nous rend beaucoup service, c'est la charte graphique. C'est rébarbatif d'écrire une charte graphique. Au début, quand on l'écrit, on se demande à quoi ça va servir. Notre projet, c'est de faire de la technique, c'est de faire remonter des indicateurs. Mais finalement, un projet de supervision industrielle, c'est aussi beaucoup d'interfaces utilisateurs et on est bien content d'avoir défini beaucoup de guidelines qui nous guident aujourd'hui à chaque fois qu'on doit proposer un visuel, quand on intègre une nouvelle machine. Bon, maintenant, après avoir décrit le besoin, après avoir décrit la solution qui a été mise en place, je pense que vous avez envie de voir vraiment la solution. Hop. Voilà, donc c'est une première vue qu'on vous propose. Alors vous l'avez peut-être deviné, c'est notre application centrale, donc ce qu'on a appelé l'hypervision. Donc là on est sur la page d'accueil de l'hypervision. Je vais essayer de découper un petit peu les différentes parties du visuel. On va avoir un bandeau supérieur en haut qui va présenter les outils génériques de l'application, donc l'outil courbe, le bac à événements, la gestion des favoris, la gestion des utilisateurs. Et on va voir également un bandeau bas qui va être un résumé du bac à alarme, qui va vraiment montrer des indicateurs déjà synthétisés. Ces deux bandeaux, ça va être c'est vraiment la partie déjà visible de ce qu'on a appelé nous le squelette. C'est quelque chose qu'on va retrouver partout sur notre application et on va se contenter ensuite de faire évoluer la partie centrale quand on va naviguer dans l'application et on va retrouver du coup une logique qu'on a sur les applications, en général notamment les applications web. Mais donc c'est pour essayer d'illustrer ce découpage entre le squelette applicatif et ensuite vraiment le contenu. Et ensuite, donc là sur l'application centrale, on a la vision d'une carte de France où on va gérer tous nos sites, aussi bien les sites qui vont être équipés d'une supervision centrale et on va se contenter de remonter des indicateurs, ou les sites où on va faire une supervision en direct parce qu'on a eu les bonnes conditions qui nous permettaient de superviser en direct.
puisque les flux sont déjà chiffrés, puisqu'en gros on pouvait se le permettre avec les cas d'usage qu'on avait sur ces sites-là. Donc c'est cette application-là qui nous permet de naviguer vers 9 sites et de présenter plus de 150 compteurs. Au dernier décompte, on était un peu plus haut. La deuxième vue qu'on voulait proposer aujourd'hui, c'est le Technicentre industriel de Romilly. Donc je vous ai pas menti, on récupère le squelette, on a changé d'application, on n'est pas perdu. On retrouve exactement les mêmes menus. Par contre, là, on est sur une application vraiment autonome sur un site qui va avoir ses propres machines. Et sur cette application, on va pouvoir forer un peu plus et aller un peu plus dans le détail. Et là, on a les différents menus qui nous permettent d'aller vers le management de l'énergie ou vers les sujets de GTB, donc le CVC, l'éclairage, l'assainissement, la sécurité. Donc une vue assez synthétique, et à savoir que notre application donc permet une navigation par catégorie métier, c'est leur nom, mais également une navigation géographique. Bon là je peux pas vous le montrer au format PowerPoint, mais le bâtiment s'anime quand on passe la souris dessus pour qu'on puisse, pour ceux pour qui c'est plus pratique, faire une navigation géographique. Donc là on s'intéresse un peu plus à l'un des éléments du squelette, donc le bac à alarme. On a choisi d'avoir pareil avec des retours utilisateurs, on a choisi de faire confiance aux utilisateurs, de se lancer sur un bac qui pouvait se déplier en 2 fois. Donc là avec un premier clic sur le chevron en bas à droite, ça permet d'avoir une vue intermédiaire, et on a la possibilité de passer sur une vue complète alarme. Donc c'est un premier exemple. La vue suivante, je sais plus sur quel système on est. Tu voulais rajouter quelque chose ? Oui, en fait, sur les alarmes, là, ce que vous voyez, donc c'est notre bandeau d'alarme. Et ça, c'est surtout toute la gestion, en fait, ce qu'on a décrit au tout début, le mot alerter. Donc là, c'est toutes les alarmes. Donc par exemple, vous voyez une CVC ou un défaut, par exemple, sur un éclairage. Et après, par rapport à l'alarme, donc généralement, je vois l'alarme, je vais la quitter. Mais on peut aussi associer, par exemple, des actions. Donc un des cas d'usage avec la maintenance, c'est je clique sur mon alarme, je souhaite par exemple créer une tâche par exemple pour aller vérifier tel équipement, je l'assigne à une personne, et après l'opérateur qui est directement sur site il voit apparaître une notification, et après il peut aller directement agir sur l'équipement. C'est un des cas d'usage qu'on peut avoir sur ce type d'alarme. Donc après, les alarmes, soit vous les voyez de manière plutôt synthétique, soit on va rentrer dans le détail, et après on va voir l'alarme, après surtout en fonction du métier, parce que là on va voir la CVC, mais imaginons qu'on a une alarme dédiée sur un équipement, par exemple un équipement de tournage, par exemple qu'on peut retrouver dans un site industriel, ça ne s'adresse pas du tout aux mêmes personnes. Pourtant, c'est la même solution. Donc ça, c'est tout des usages et de l'ergonomie qu'il faut bien mettre en place. Un autre exemple. Encore une vue. Donc là, elle parlera peut-être plus aux techniciens s'il y en a. Donc moi, c'est la vue que je préfère. C'est la vue qui permet de montrer concrètement comment ça communique derrière. Donc là, on a le schéma réseau du site avec les adresses IP qu'on a floutées pour pas divulguer d'informations confidentielles. Mais voilà, qui permet d'avoir l'état de marche du site et de bien s'assurer des différentes communications. Donc voilà, avec des objets Modbus, des objets BACnet. Alors la capture date un petit peu. Depuis, il y a des objets FTP, des objets OPCUA, etc. Donc c'est une vue qui permet de surveiller tout son réseau, de voir si ça fonctionne, et de pouvoir agir aussi si on le souhaite. Oui. Une autre vue de chaufferie. La vue chaufferie, je ne suis pas un expert en CVC. Alors je ne suis pas expert dans beaucoup de domaines. Hein. Cybersécurité, design, CVC. Ce qui peut être intéressant sur cette vue, ça va être de voir la logique. Déjà, d'un point de vue IHM, on voit la logique orientée objet. On va avoir des 23 voies, par exemple, qui vont être instanciées plusieurs fois. Et ça va clairement être un composant. Alors on va l'appeler dans notre langage un sous-composant qu'on a créé dans notre squelette et qu'on va pouvoir appeler dans les vues où ce sera intéressant de l'implémenter.
Et ensuite, c'était... Voilà, même moi qui ne suis pas expert d'un système chaufferie, c'est une vue quand même que j'ai trouvée assez parlante assez vite. Là, on est vraiment. Alors là, certes, c'est sur un PowerPoint, mais là, c'est ce qu'on appelle du temps réel. Donc, ça veut dire qu'on visualise les valeurs en temps réel. Et l'objectif, c'est de pouvoir, si je veux modifier par exemple ma consigne de température, de pouvoir agir directement sur mes équipements. Et aussi, si jamais j'ai un équipement qui est en défaut, l'objectif, c'est de pouvoir tout de suite voir et de détecter en fait quel équipement est en défaut. Et après, d'agir sur l'équipement, quoi. Tout à fait. Et notamment au niveau de l'action, ce qui va être intéressant, ça va être le bouton ici, réglage et commande. Alors j'aurais peut-être dû faire une capture de cette vue-là. Voilà. Mais c'est intéressant. D'ailleurs, on va avoir accès aux valeurs de consigne cible de température. On va avoir accès au programme horaire. Enfin voilà, pour ceux qui sont familiers du sujet supervision industrielle, c'est toute la partie commande du contrôle commande. Donc là, on était sur le métier de la CVC. Là, on est plutôt sur le métier de l'éclairage. Donc c'est toujours la même application, mais là, on voit d'autres informations. Et là, ça permet de visualiser en fait déjà les informations en temps réel sur la partie lumière, enfin tout ce qui est luminosité. Et après, on peut gérer par exemple les seuils de fonctionnement, gérer toute la partie contrôle commande sur la partie façade et voirie, etc. Tout à fait. Si tu veux rajouter quelque chose. Ouais, sur cette vue-là, on le devine, on a un asservissement par rapport à la sonde de lumière là, qui est ici et on le voit à un plafond à 10 000 lumens et qui permet de savoir s'il fait beau ou pas sur le site pour savoir s'il y a besoin d'activer l'éclairage. Donc ça va être géré par la couche automate, mais on va avoir ces informations-là qui vont être disponibles dans la supervision industrielle. Donc là, on vous a montré quelques exemples de l'application, donc quelques IHM. Donc quelles sont du coup les perspectives là pour la suite du projet, Sébastien? Alors des perspectives, elles sont nombreuses. On a la chance d'avoir les investissements suivent. Le projet a été très bien accueilli pour l'instant. Le fait d'avoir un visuel qui est aussi parlant, ça permet de parler à tous les profils, et notamment les profils investisseurs aussi. Donc ça nous permet d'avoir un projet qui continue. On a comme objectif de faire deux nouveaux technicentres d'ici la fin du premier semestre 2022. Complètement. Donc pour ceux pour qui ça parle, on va avoir un technicentre à peu près 6000 points de supervision, et l'autre, j'ai pas les chiffres en tête, mais peut-être moitié moins. Donc quand même des sites plutôt conséquents. Et on a un autre sujet de passage à l'échelle, plutôt en termes d'organisation. Nous, à plus découper nos activités de build et de run pour pouvoir faire intervenir plus de personnes sur la partie build et créer ce qu'on espère, alors pas une communauté de l'anneau, mais une communauté de développement de l'application eVision. En ambition aussi, on va avoir de faire toujours plus d'interfaces avec l'urbanisme. Le but, c'était de créer une solution qui permettait de faire communiquer le monde bureautique avec le monde industriel. Ça y est, on a posé les premières briques. Maintenant, il va falloir faire de plus en plus d'interfaces. Notamment, j'espère bientôt le clic droit sur l'alarme pour pouvoir créer un dérangement dans la GMAO. Et voilà, tous ces usages-là. Et ensuite, deux projets hyper ambitieux, deux mots-clés, maintenance prédictive, BIM. Donc, on pose les premières briques pour pouvoir prétendre à ces sujets-là. Et notamment sur le BIM, on a fait un POC assez intéressant avec Codra, sur lequel on pourra peut-être vous en dire plus après cette conférence. Si vous avez des questions. Si vous avez des questions, voilà. Voilà. Merci pour votre écoute. Merci beaucoup. Vous avez des questions? Bonne question. Alors Merci. Donc pour les autres personnes, combien de temps représente ce projet? Enfin, quel est le timing de ce projet? Alors c'est une excellente question. J'ai envie de répondre en deux fois à cette question. Il y a la première question qui était plutôt le fait qu'on est une entreprise publique
qui fait que bon, il y a eu un appel d'offres, il a fallu constituer une équipe projet, il a fallu faire travailler des personnes ensemble, il a fallu construire une infrastructure dans un environnement mutualisé dans un grand groupe. Ça a pris du temps. Ça a pris beaucoup de temps et moi j'ai commencé sur le projet en janvier 2019. On a vraiment accéléré fort l'an dernier. Donc voilà, je vous laisse faire la soustraction. À partir de l'automne 2020 du coup, on a commencé à livrer les premières applications et notamment l'application de Romini qu'on vous a montrée. Elle a dû démarrer vraiment mi-novembre et elle a été livrée en mi-mai. Et sachant que ça fait partie des c'était vraiment le premier sujet, on allait vraiment aussi loin sur les briques GTB pour nous. Donc on a essuyé aussi beaucoup de plâtre sur ce projet-là. En fait, la partie la plus longue, c'est la première phase. En fait, c'est la conception et ce qu'on expliquait tout à l'heure, le squelette de l'application. Parce qu'à partir du moment que le squelette il est bien réalisé, après on peut passer en phase d'industrialisation. Et logiquement, sur ces phases d'industrialisation, c'est par exemple, si on se focalise uniquement sur la partie GTB, GTC et uniquement sur l'aspect logiciel, c'est de créer une application en 2 semaines, quoi. Parce que déjà tout est créé, il n'y a plus qu'après, il y a câblé avec les différents capteurs. Et du coup, comme il y a dans l'application déjà tout créé dans le squelette et dans la bibliothèque, après ça se déploie assez facilement. Donc c'est super important, c'est cette première phase de standardisation qui peut prendre parfois du temps. Surtout là, dans ce projet-là, où il y a quand même pas mal de métiers et il faut que tout le monde communique entre eux, quoi. Oui. Alors je sais pas si... Bonjour, 2 questions. La première, vous avez parlé de notification en cas d'alerte sur les personnes de terrain. Je voulais savoir par quel biais ça se faisait. Et deuxième question plus générale au niveau architecture, quelle est l'architecture et comment héberger votre solution? C'est du on-prem, c'est du cloud? Voilà. Ok. Alors pour la première question sur les notifications, donc les alarmes apparaissent dans l'application. On a la possibilité, donc c'est les imprimés écran datés un peu, les datés de mai-juin si vous avez regardé les dates. Désormais, on a la possibilité de s'abonner à des alarmes et de recevoir les alarmes par mail, effectivement. Cette solution, on l'a fait à partir d'un compte de service qui a le droit d'envoyer des mails à partir de l'application. Donc le serveur qui héberge l'application a le droit d'envoyer des mails. Et on a déjà une brique de service au sein de la SNCF qui permet à partir de mails d'envoyer des SMS. Donc quand on devra aller sur ce sujet-là, on sait déjà qu'il y a des briques mutualisées sur lesquelles on pourra s'appuyer pour qu'on conviendra d'un abonnement en fonction des volumes qu'on a et on pourra envoyer des SMS. L'autre question portait sur l'architecture. Donc oui, effectivement, l'hébergement, même plus exactement. L'application centrale, on n'avait aucune contrainte de communication vraiment avec le site à partir du moment où c'était des flux chiffrés. On pouvait localiser notre application où on voulait. Là, on a pu vraiment décliner la politique de l'entreprise qui est Cloud First. Donc l'application centrale, elle est hébergée sur Azure avec chez Microsoft, avec qui la SNCF a un partenariat fort avec Microsoft, avec Amazon. Pour les applications locales, par contre, là oui, il a fallu se battre un peu contre notre culture côté IT. Il a fallu faire accepter qu'on allait redéployer des serveurs sur les sites. Et pour les applications locales, oui, on déploie on-prem. Pour compléter ta réponse, il faut savoir qu'en fait, dans Panorama, vous avez une fonction native astreinte. Et du coup, vous pouvez affecter au niveau des alarmes, en fait, en fonction d'une plage horaire, des personnes. Donc, vous pouvez l'associer à des numéros SMS, à des emails ou du web SMS aussi. On peut faire aussi la synthèse vocale. Et après, il y a une autre fonction aussi d'escalade. Donc ça veut dire que si par exemple l'alarme par SMS n'est pas pris en compte dans les 10 minutes, je vais l'envoyer à une autre personne. Et tout ça, c'est dans l'application. Donc là, on ne l'a pas illustré à travers les imprimés écrans, mais c'est des choses qui est tout à fait possible de faire. Et après, au niveau de l'architecture, c'est qu'en fait, dans Panorama, on dissocie l'aspect architecture physique, matérielle, et l'architecture des objets fonctionnels. Et donc, du coup, vous pouvez très bien faire du SaaS, vous pouvez très bien faire du on-premise, vous faites ce que vous voulez. Ça peut être du client-serveur, vous pouvez tout mettre dans un serveur, vous pouvez changer à tout moment votre infrastructure matérielle sans changer le développement de Panorama.
Il y avait une autre Il y avait- question. ouais. Ah, Bonjour, j'ai une question qui concerne en fait le déploiement de cette solution pour en fait faire des comment dire, pour faire de la maintenance prédictive directement sur train ou sur station, et aussi pour faire le monitoring de l'état de santé de certains équipements critiques, soit sur bord de sur train ou sur station. Alors, pour l'instant, c'est pas dans les cas d'usage qui m'ont été demandés. Donc, moi, je me mets pas forcément de limite sur ce que l'application pourra faire à partir du moment où on a du temps et des moyens pour le développer. Mais il faudrait que pour l'instant, on n'a pas réfléchi au cas d'usage, pour être honnête. Les cas d'usage sont vraiment drivés par les deux clients que j'ai présentés au début, immobilier et matériel. Et sachant que voilà, la direction du matériel, on est plus sur les machines qui vont permettre d'entretenir les trains que vraiment sur le matériel roulant. Donc, j'ai pas réfléchi aux problématiques. D'accord, donc on ne pourrait pas dire qu'elle serait facilement transportable, on va dire, pour faire de la maintenance prédictive sur train, c'est pas direct, quoi. Direct, non. Mais après, en fait, là, c'est plus les sujets réseau qui m'inquiètent que le sujet software, mais faudrait voir. Merci. Non, j'ai pas réfléchi à la problématique. Bonjour. Mm. Vous avez parlé de l'architecture objet de l'application qui Ouais. permettait d'avoir une gouvernance de la donnée qui était bien construite, de dire que les objets qui se ressemblent sont des objets identiques. Comment vous gérez cette gouvernance de la donnée entre les applications locales et les applications centrales, ce data model unifié, comment est-ce qu'on s'y prend? Alors, c'est une super question. C'est tout l'enjeu de la communauté de développement. On est dans cette phase-là où, pour l'instant, il n'y avait pas beaucoup d'acteurs sur le sujet. Tous les sujets revenaient sur notre bureau et voilà, on pouvait décider un peu unilatéralement du curseur. Mais c'est vraiment là qu'il y a la valeur ajoutée. À quel moment, enfin quel niveau d'objet on va accepter, à quel moment on va décider de faire un sous-objet, à quel moment on va décider que telle ou telle variable c'est une option de l'objet, ou à quel moment on se dit bon bah non, c'est un objet différent. Tout ça, il y a une grosse valeur ajoutée du côté des développeurs à essayer voilà, du développeur, mais également aussi du métier. Avec un échange, on espère anticiper le plus possible les besoins à venir pour essayer d'avoir le meilleur découpage possible. Mais c'est vraiment le cœur du problème, c'est de trouver le bon découpage. Et notamment là dans le sujet de la communauté, on va essayer d'ouvrir un maximum à des intégrateurs tiers pour qu'on puisse développer plusieurs, parce qu'ensemble on est plus fort pour aller plus vite. Il va falloir qu'on trouve la bonne articulation pour s'assurer que les objets qui ont déjà été développés sont bien utilisés et que ceux qui sont à développer, on les développe d'une certaine façon pour que ce soit au maximum réutilisable. Et que si on n'avait pas l'objet ascenseur et qu'on a 5 projets de développement en cours, on s'assure qu'il n'y en ait bien qu'un qui le développe et que les 5 ne le développent pas. Donc là, c'est des enjeux sur lesquels j'ai pas encore toutes les réponses. On commence à essayer de poser un peu des briques organisationnelles de gouvernance pour déjà expliciter notre processus décisionnel, mais essayer d'expliquer à quel moment on considère que faut découper, c'est un autre objet ou pas, et essayer de caler un peu des instances décisionnelles. Donc voilà, un début de réponse au sujet, mais qui est vaste. Et vous prévoyez qu'il y ait des applications externes qui accèdent à ce modèle? Vous avez parlé de la mise en place de l'ISA 95 par exemple. Est-ce qu'on imagine qu'il y a d'autres applications qui puissent utiliser ce modèle, ou aujourd'hui ça doit rester interne à la... Alors pour l'instant, c'est pour nous c'est vraiment pour l'usage SNCF qu'on construit ce modèle. Au niveau de la réutilisation des bibliothèques, est-ce qu'on en fera une norme utilisable? On ne s'interdit pas éventuellement, si on a vraiment une application exceptionnelle, de la commercialiser. C'est envisageable. Mais voilà, pour l'instant, moi j'essaye de rester déjà focalisé sur le besoin exprimé par les deux MOA qu'on a. Déjà essayer de répondre au maximum aux besoins qui est exprimé
par nos 2 clients qui nous supportent au quotidien. C'est déjà bien. Donc voilà, ouais, on essaie de rester réaliste dans un premier temps. Bonjour. Par rapport à vos 2 MOA, est-ce que ces derniers, ils ont déjà été capables de créer des gels et donc de faire des mesures de performance, mesurer des gains? Et est-ce que vous avez une vision de combien de temps ou combien de déploiements il faudra pour générer un retour sur investissement par rapport à ce premier déploiement? Il y a des très bonnes questions aujourd'hui. Pas de question Merci, piège. Hein. Merci. Non, je vais essayer de répondre le plus honnêtement possible. C'est ce qui nous motive si on part dans ce projet-là, c'est qu'on espère bien dégager des ROI. On a essayé de montrer que voilà, nous on y croyait, qu'on pensait vraiment pouvoir faire des économies d'échelle. Aujourd'hui, moi, à mon niveau, j'ai pas réussi à construire des business models qui montraient vraiment qu'on gagnait comme ça. On a la chance d'avoir des investisseurs qui croient en nous, qui pour l'instant se sont pleinement investis du discours et le portent avec nous. Mais pour l'instant, à mon niveau, j'ai pas de simulation financière qui ont permis de prouver que c'était la bonne approche. J'espère que ce sera possible à la fin de S1 2022. On aura 3 projets derrière nous. Ce sera temps, je pense, d'avoir un discours plus concret en termes de KPI financiers. Est-ce qu'il y a encore d'autres questions? Non. Merci beaucoup pour votre écoute. Merci. Merci bien.